Ça doit être bon là, je pense. D'accord, merci. Alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette troisième séance du Journal Club. Alors en fait, pour cette séance, on va aborder l'intérêt de restaurer la séquence radis-mouille. En fait, si vous voulez, pendant la plupart de vos travaux de restauration, là, j'avais pas mal, les techniciens rivières ont posé pas mal de questions justement sur comment est-ce qu'on peut restaurer cette alternance de radier, de mouille, pas mal de questions sur la recharge granulo, sur le matelas alluvial. Et je me suis dit que c'était un peu trop complexe et trop lourd en fait à aborder tout ça en 1 heure. Du coup, j'ai décidé de le segmenter en 2 parties pour cette séance-là. Donc, on va faire la séquence radis-mouille et pour la prochaine, on abordera un peu des aspects théoriques et pratiques du matelas alluvial dans ses généralités. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut éteindre son micro, s'il vous plaît, je m'entends en double, ça fait bizarre. Merci. Du coup, avant de commencer, je voulais vous dire, ça va être le même principe que d'habitude. Normalement, ça va durer une petite heure. Et l'objectif, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à me couper la parole. Je ne vois pas les questions dans le chat ni quand les mains sont levées. Donc, prenez la parole comme ça. Présentez-vous juste parce que je ne reconnais pas tous vos voix encore derrière l'écran. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à apporter des remarques si vous en avez. Donc, pour introduire un peu mes propos, en fait, je voulais recadrer un petit peu la séquence radis-mouille dans l'étude de la dynamique fluviale. En fait, il y a un chercheur bien connu, d'ailleurs, c'est pas le seul, là, Schum, qui en fait démontrait qu'une rivière tend vraiment à établir un équilibre entre 2 types de grandes variables. Donc, il y a les variables de contrôle et les variables de réponse. En fait, les variables de contrôle, elles interviennent donc à l'échelle du bassin versant. Elles s'imposent à la rivière. En fait, elles contrôlent vraiment son évolution physique. Elles sont dépendantes à la fois du climat, de la géologie, parfois du relief. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche au bassin versant en général. Et du coup, à l'échelle du bassin, le débit liquide et le débit solide, ce sont vraiment les variables majeures de contrôle. Et ensuite, interviennent les variables de réponse. Donc, celles-là, elles interviennent à l'échelle du cours d'eau, d'un tronçon de cours d'eau, et elles permettent au cours d'eau de s'ajuster par rapport aux évolutions de ces variables de contrôle-là. Donc, en fait, par exemple, pour les variables de réponse, on va avoir le tracé en plan. Donc, ça, c'est dépendant le style fluvial. On va avoir aussi le profil en long des cours d'eau. Donc là, c'est tout ce qui est pente. Et aussi les dépôts sédimentaires. Et du coup, c'est là-dedans que les séquences radis-mouille s'incluent aujourd'hui dans cette petite séance-là. C'est vraiment les dépôts sédimentaires. Donc, quand on dit en fait dépôts sédimentaires, par définition, c'est un peu la manière dont vont s'agencer les éléments granulométriques dans le fond du lit. Et ça, cette séquence de dépôt-là, c'est vraiment lié au style fluvial et à la pente. En fait, toutes ces variables-là sont vraiment en interaction entre elles. Et le petit graphique que vous voyez à gauche, là, c'est issu des études de Montgomery et Buffington. Là. En fait, il présentait un petit peu les différents types de dépôts sédimentaires qu'on pouvait avoir dans les cours d'eau. Parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que là, la séquence radis-mouille, c'est une variable de réponse, c'est un type de dépôt sédimentaire parmi plein d'autres. Donc, en fait, si on prend en point A, le type de dépôt sédimentaire qui est appelé lit à bloc, en fait, ça, c'est présent dans les rivières qui ont des très, très fortes pentes. Donc, souvent, c'est les torrents de montagne. Et par définition, en fait, ils appellent ça lit à bloc. C'est quand la taille des éléments granulométriques ne permet pas une organisation en séquence régulière. En fait, c'est un petit peu mis aléatoirement en fonction de la puissance du cours d'eau. Le point B, c'est séquence sédimentaire en step pool. Alors là, c'est aussi caractéristique des cours d'eau à forte et très forte pente, sauf que ça, c'est présent uniquement dans les lits uniques. Ici, vous pouvez la retrouver dans les torrents, les rivières de montagne, les lits à tresse, un peu tout, mais alors que là, pour les step pools, c'est vraiment les lits uniques. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les alternances de marche-cuvette. En gros, c'est une organisation d'éléments grossiers qui provoquent une érosion directement à l'aval. C'est un peu à l'image des piscines naturelles que vous voyez dans les petites rivières de montagne. C'est vraiment les step pools. Le point C, ça va être pour les lits à fond plat. En fait, c'est quand l'essentiel du fond du lit est composé d'un remplissage de cailloux en fait assez grossier, et par endroits, ça laisse apparaître quelques blocs ou alors quelques bancs alluvionnaires. Et ça, c'est souvent ce que vous retrouvez dans les rivières en tresse. Il faut avoir un peu à l'image, je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est fait la Durance ou le Rhône dans l'est de la France.
Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est des pentes un peu variables, des lits recouverts de cailloux à peu près d'une granulométrie homogène. Et ça, c'est typique des rivières en tresse. Et ensuite, le point D, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc c'est les séquences radiées-mouilles. Donc en fait, ça, c'est essentiellement lié au cours d'eau à pente faible. Donc quand on dit pente faible, nous, c'est pas forcément 0,5%, mais ça peut être un petit peu plus fort. Là, quand on dit pente très fort, c'est des pentes supérieures à 5%. Donc c'est pour des pentes relativement faibles et surtout des lits uniques en plaine. Donc là, c'est vraiment en Ille-et-Vilaine, on se situe vraiment là-dedans. Et enfin, je ne vais pas le développer, mais la petite séquence E, c'est des lits en dune. C'est en fait caractéristique des cours d'eau vraiment sableux avec des pentes faibles. Il n'y a pas vraiment de cailloux dedans, ça va plus être l'organisation du sable qui va créer des dunes. Ça crée aussi une séquence de dépôt sédimentaire, mais pas vraiment de granulométrie au sens propre. Mathieu? Ouais. Excuse-moi de te déranger, c'est François-Xavier là, du Sage Prénom. Oui. Quand tu utilises le terme lit unique, c'est quoi? Il y a un seul, lit, il n'y a pas plusieurs lits, c'est ça? Il n'y a pas plusieurs lits. En fait, si tu veux, dans la dynamique fluviale, là, dans les styles fluviales, tu as des cours d'eau à méandres, des rivières en tresse, tu as plusieurs sortes de cours d'eau. Et nous, quand on dit l'unique, c'est vraiment quand tu as un lit mineur qui peut évoluer, mais qui reste quand même facilement identifiable, tu vois, sous forme d'un petit rectangle ou quelque chose qui est vraiment, que tu vois vraiment là, comme dans le schéma, tu vois un lit unique, alors que les rivières en tresse, tu vas avoir vraiment plus de mal à départager le lit parce qu'en fait, les bancs alluvionnaires sont mobiles dans le temps et dans l'espace et tu as vraiment du mal à différencier, à identifier un vrai lit mineur dans le cours d'eau, tu vois. En fait, ce qu'on a en Bretagne, c'est beaucoup des lits uniques. Oui, c'est ça, essentiellement des lits uniques, ouais. D'accord. Et les torrents de montagne, ce sont des lits uniques aussi, non? Ouais, mais ça dépend parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup de, comment ils appellent ça, dans les petites recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de lits uniques, mais comme tu as aussi des successions de cascades avec des fois des jets d'eau, des trucs qui passent vraiment par-dessus des éléments granulométriques grossiers, tu as du mal à identifier un vrai lit mineur par moment, tu vois. C'est pour ça qu'il disait que, c'est pour ça d'ailleurs que dans les études, souvent les séquences de dépôt lits à bloc et step pool, c'est différencié, quoi. D'accord, merci. Mais je suis un peu moins à l'aise sur l'explication A parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études là-dessus, mais globalement, c'est ce que j'ai pu en tirer, quoi. Du coup, pour continuer, en fait, maintenant qu'on a parlé un peu de la séquence radimouille, je voulais vous exposer un peu en quoi cette reconstitution, en fait, elle est vraiment primordiale pour restaurer la plupart des fonctionnalités de l'écosystème. Parce qu'en fait, la séquence radimouille, elle assure vraiment des rôles majeurs dans plein de choses. Déjà, c'est hyper important pour la qualité d'eau. Donc là, il y a plein d'études scientifiques qui ont prouvé qu'il y avait des processus d'auto-épuration qui étaient très, très, très importants via les échanges interstitiels dans les têtes de radier. Donc ça, c'est des études que je vais vous montrer. Là, on va les développer un petit peu tout à l'heure par la suite. C'est aussi très important pour l'équilibre du profil en lent. Donc ça, c'est pareil. Je vais vous présenter une petite étude qui a été réalisée en Bretagne, Pays de la Loire, là, il y a quelques années. Et en fait, les séquences radimouilles, elles permettent vraiment d'équilibrer le profil en long des cours d'eau. Ça assure aussi des supports de fixation pour les sédiments qui sont en transit dans le lit. En fait, ça augmente la rugosité et du coup, ça permet le captage de tous les petits sédiments qui viennent de l'érosion du bassin versant. Donc ça, c'est hyper important. Je vais vous montrer quelques schémas après. Ensuite, cette séquence radimouille-là, elle permet la déperdition de l'énergie mécanique de l'eau. Alors, en fait, il y a pas mal de chercheurs qui ont prouvé que ces séquences radimouilles-là, elles dissipaient beaucoup plus d'énergie hydraulique qu'un tronçon de cours d'eau de même forme, de même linéaire, mais qui n'avait pas ces séquences radimouilles. Donc ça, c'est assez important d'avoir ça en tête. En gros, elles permettent vraiment le maintien du forme du lit avec la création de zones préférentielles d'érosion et de dépôt. Et c'est aussi important pour la quantité d'eau, parce que rappelez-vous, j'ai essayé de faire un petit journal club il y a quelques temps là, sur les rivières intermittentes, et on avait vu qu'en fait, sur les cours d'eau qui étaient sujets à l'assèchement, notamment l'assèchement sur une durée assez prolongée, et ben en fait, l'alternance radimouille, ça permettait d'assurer des zones refuges, en fait, des mouilles qui étaient toujours en eau, et ça, c'était hyper important pour les espèces présentes. Et il y avait le matelas alluvial qui assurait aussi une zone refuge pour les macro-invertébrés qui pouvaient recoloniser ensuite les radiers et tout linéaire du cours d'eau quand celui-ci se remettait en eau.
Donc voilà, ça a vraiment un rôle important dans la quantité d'eau. Et enfin, du coup, ça tombe sous le sens. C'est aussi important pour la diversité des faciès d'écoulement. Et cette diversité-là, du coup, elle assure une diversité de micro-habitats et donc une diversité biologique. Et quand on dit diversité biologique, c'est à la fois pour les plantes aquatiques, les macro-invertébrés, certaines larves, enfin, plein d'espèces différentes qui sont souvent bio-indicatrices de nos cours d'eau. Donc là, je vais vous développer un petit peu le premier aspect au niveau qualitatif. Tout à l'heure, quand je vous disais que les alternances radie-mouille, c'était important pour la qualité d'eau. En gros, au sein des cours d'eau, les processus d'échange entre l'eau superficielle, donc l'eau qu'on voit couler, et l'eau de subsurface, celle qui passe dans le matelas alluvial, en fait, ils sont vraiment contrôlés par les alternances radie-mouille. Ça, il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont prouvé. En fait, si vous voulez, les phénomènes qui se passent, là, vous voyez la représentation, l'alternance, il y a mouille, après, il y a, enfin là, seuil, c'est un radier, en fait. Mouille, radier, mouille, radier. En fait, ce qui va se passer, c'est quand, au niveau des têtes de radier, là, au niveau de la petite butte, quand on voit ici, c'est zoomé, l'eau, elle va s'infiltrer en amont des radiers. Donc ça, c'est le phénomène downwelling. Si jamais vous faites un peu de biblio, en fait, c'est ce mot-là qui apparaît souvent. Donc, elle va rentrer à travers la couche d'armure, elle va s'écouler en subsurface. Et puis ensuite, cette eau-là, elle va s'exfiltrer quelques mètres en aval. Et du coup, ça, c'est le phénomène qui est appelé upwelling. Et du coup, le temps de séjour de l'eau, si vous voulez l'eau en surface, vous vous doutez qu'elle coule nettement plus vite que l'eau qui va couler dans le matelas alluvial. Et du coup, ce temps de rétention de l'eau-là, ça va permettre les processus d'auto-épuration. Et ces phénomènes-là, que je vous disais, ils se déroulent prioritairement dans les zones donc, du premier horizon sédimentaire, donc c'est-à-dire dans les têtes de radier, mais il y a d'autres chercheurs aussi qui ont prouvé qu'il n'y avait pas seulement les radiers qui assuraient ce phénomène-là, mais un peu toutes les structures diversifiées qu'on peut trouver dans le cours d'eau, type branchage, vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le matelas alluvial, de ressortir, et donc permettre sa filtration. Donc ça, c'est important en fait. Quand on dit on restaure la séquence radie-mouille dans les cours d'eau, c'est bien pour la rugosité, pour l'auto-épuration, mais il ne faut vraiment pas oublier les structures diversifiées, type des branchages, des bois morts, de la diversité de lits, des dômes dans le fond du cours d'eau. Enfin, tout ça, ça va vraiment créer des structures diversifiées qui permettent les échanges. Et du coup, quand je parlais d'échange cours d'eau substrat, en fait, ça va permettre, ça augmente la mise en contact des nutriments présents dans l'eau avec des bactéries qui peuvent transformer ces nutriments, ou alors des ions qui sont capables de les fixer. Et en fait, souvent, ces bactéries et ces ions-là, ils sont présents dans le matelas alluvial. D'où l'importance vraiment de ces échanges eau de surface, eau superficielle, eau de subsurface, pardon. Et là, à votre droite, vous voyez un petit graphique. En gros, c'est issu d'une étude de 2000 dans le Rhône. Donc, c'est pas vraiment un lieu unique, c'est une rivière à tresse, mais ils ont essayé de le prendre au niveau de chaque tête de radier. Donc ça, c'est assez important. En fait, si vous voulez, c'est un gradient vertical de teneur en oxygène dissous au niveau des radiers. Donc là, quand vous voyez surface water, donc c'est la surface en eau libre, et ensuite vous avez la colonne de sédiments. Donc là, vous avez 20 cm de profondeur dans la colonne de sédiments en tête de radier. Là, vous avez 50 cm de profondeur, et là, ça va jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont différents radiers. Donc, il faut le lire en vertical. En fait, vous voyez qu'en moyenne, il y avait à peu près 10 mg par litre d'oxygène dissous dans l'eau de surface. Et quand on prend au niveau de ces radiers-là, à 20 cm de profondeur, mis à part la station 2 à chaque fois qui fait un petit peu artefact, on trouve en moyenne 9 mg par litre d'oxygène. Donc en fait, on voit, il y a quasiment pas de différence en fait de quantité d'oxygène dissous entre l'eau de surface et l'eau de subsurface à 20 cm de profondeur. Donc ça, c'est important, ça veut dire qu'il y a vraiment des réels échanges et ces 20 premiers centimètres-là, ils sont vraiment très oxygénés, comme l'eau de subsurface, comme l'eau de surface en fait. Et par contre, plus on descend en profondeur, plus ça va changer. Donc là, je vous ai mis à 50 cm de profondeur, la moyenne c'est 6 mg par litre. Mais je vous ai mis la moyenne, mais grosso modo, on voit que ça dépend vraiment des stations. Et par contre, à 1 mètre de profondeur, là, il y a une nette différence. C'est une moyenne de 5 mg par litre. Donc là, la quantité en oxygène dissous chute vraiment. Enfin, son taux chute. Et du coup, ce petit graphique-là, je le trouve intéressant à montrer parce qu'il prouve bien que les échanges, en fait, ils sont maximum dans les premiers horizons. Donc, c'est-à-dire, en fait, en tête de radier. Vous voyez bien ici, là.
Mathieu? Ouais. Ouais. Est-ce que ça ne peut pas tendre aussi à dire que la matière organique qui s'accumule plutôt dans les couches profondes, au travers de la dégradation, va venir consommer aussi une partie de l'oxygène présente dans l'eau? Alors ça, c'est possible, mais en fait, si tu veux, l'intérêt que je trouvais à présenter une étude, déjà je l'ai trouvé dans le Rhône, donc je te disais c'est plutôt un grand cours d'eau, rivière en tresse, ça fonctionne un peu différemment, et je trouve justement l'intérêt de cette étude, c'est qu'on enlevait ce facteur-là, parce que quand tu regardes, je pourrais plus exactement te dire où elle est située, mais je sais que c'est pas en tête de bassin versant, c'est vraiment sur le cours principal du Rhône qui fait plusieurs dizaines de mètres de large. Et en fait, via la dégradation de la matière organique, on peut penser que, comme tu dis, à 50 cm ou à 1 mètre de profondeur sous les lits en gravier, en fait, cette matière organique-là peut être un peu moins présente et du coup joue moins sur la quantité en oxygène dissous que ce qu'on peut trouver, nous, sur nos petits cours d'eau en Ille-et-Vilaine, au niveau des petites têtes de bassin versant, tu vois. D'accord, ok. En tout cas, je ne l'ai pas précisé là, mais c'était des radiers qui étaient, j'aurais même dû vous le dire au début dans l'étude, c'était des radiers qui étaient vraiment pas colmatés en fait. Ouais, ok. Parce que sinon, vous vous doutez bien qu'on ne trouverait sûrement pas les mêmes valeurs à 20 cm de profondeur, quoi. Et du coup, maintenant que j'ai parlé un petit peu d'auto-épuration, j'espère que maintenant, là, surtout vu les problèmes qu'on a de qualité et de quantité d'eau dans nos cours d'eau en Ille-et-Vilaine, j'espère que là, vous vous dites que les séquences radii-mouille, du coup, c'est pas trop mal et que vous avez vraiment envie de les restaurer dans vos travaux. Donc, si c'est le cas, grosso modo, cette slide-là, elle résume les grandes lignes à suivre pour restaurer efficacement cette séquence radii-mouille. Donc, ça, c'est un peu les généralités qu'il faut avoir en tête quand vous allez restaurer vos séquences radii-mouille. Donc, tout d'abord, il y a des études qui ont prouvé que l'alternance des radiers, ils intervient à peu près tous les 4 à 10 fois la largeur à plein bord du cours d'eau. Donc ça, c'est avec une moyenne de 6 fois. C'est ce qu'on retrouve là, dans la plupart des études. Deuxième point, ce qui est important à avoir en tête, c'est pour quand vous restaurez des cours d'eau à méandres, les radiers, ils sont toujours situés dans les points d'inflexion des méandres et les mouilles sont situées au niveau des coudes, où ça tourne. En fait, si vous les points d'inflexion, je ne sais pas si vous connaissez la définition, mais grosso modo, si vous voyez un méandre, eh ben, le point d'inflexion, ça va être la zone où le méandre change de sens. En fait, c'est à peu près la zone où normalement le linéaire des cours d'eau est assez rectiligne. Vous allez avoir 2-3 mètres de long où ça va tout droit parce qu'en fait, le coude change de direction et le radier se situe toujours là. Et en fait, ça, il faut faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la déperdition d'énergie mécanique de l'eau. C'est là, en fait, où il va y avoir le moins de puissance hydraulique à ce point d'inflexion. Et du coup, c'est là où vont se déposer les plus gros matériaux. Les radiers sont situés là et en fait, ils vont se réengraisser au fur et à mesure de l'érosion du bassin amont. Et du coup, ça va permettre la stabilité du radier au niveau du point d'inflexion. Ça, c'est important parce que si jamais vous restaurez un cours d'eau à méandre et que vous décidez de mettre vos radiers au niveau en plein dans les virages, en fait, dans les zones convexes, eh ben, il y a de grandes chances que vos radiers ne tiennent pas, ça va se mettre à s'éroder et ça va déplacer vos cailloux à d'autres endroits et ils ne vont pas forcément bien pouvoir se fixer. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et enfin, il y a une étude d'un stagiaire de l'OFB en 2014 là, qui avait étudié un petit peu les radiers en tête de bassin versant. Donc c'est une étude qui est assez ancienne. Je n'avais pas pu tirer beaucoup de résultats de celle-là. Mis à part que ce qui était assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, sur les cours d'eau de référence qu'il étudiait en tête de bassin versant, ses longueurs de radier étaient situées entre 2 et 4 mètres de long. Donc bon, il n'y a pas vraiment de relation longueur de radier par rapport à la largeur à plein bord, mais ça peut à peu près donner une petite idée du dimensionnement. Ensuite, je voulais aborder un point qui est assez important quand même à mon sens. Tout à l'heure, je vous disais que l'équilibre, les séquences radimouille permettaient l'équilibre du profil en long des cours d'eau. Là, je vous montre un exemple d'un cours d'eau qui a subi des travaux hydrauliques, donc soit de la rectification ou du recalibrage ou du curage ou même parfois les trois. Et en fait, quand il y a un cours d'eau qui est passé à la pelle mécanique, vous vous doutez bien que ça supprime complètement l'alternance de dépôts sédimentaires qu'il y a dans le fond. Donc on ne voit plus de séquence radie-mouille. On a vraiment une forme plate et homogène du fond du lit en fait. On n'a plus ces dômes et ces creux qui étaient présents avant rectification.
Et du coup, ça, c'est extrêmement problème. Ça pose vraiment problème pour le transit sédimentaire. Parce que vous vous doutez, là, vous voyez le profil du cours d'eau. Là, il y a le fond du lit. Là, il y a la ligne d'eau. Là, il y a globalement la berge la plus basse. Vous vous doutez que quand il y a une crue ou un gros à-coup hydraulique et que l'eau monte, et ben, ça fait un peu effet toboggan. Genre, s'il n'y a aucune rugosité, aucune forme diversifiée dans le fond du lit, et ben, tous les cailloux issus de l'érosion, et ben, ils ne vont pas pouvoir se fixer. C'est comme si ce sera une barre d'argile, en fait. Et ces barres d'argile-là, elles ne sont pas du tout rugeuses, c'est extrêmement glissant. Faut imaginer si vous marchez pieds nus sur une barre d'argile comme ça, avec une pente assez forte, bah, vous allez glisser. Alors que s'il y a un tapis de cailloux ou des structures rugueuses, et ben, vous allez pouvoir tenir dans le fond. Et ben, en gros, les sédiments, c'est pareil. Donc là, la restauration de la séquence Radimouille, elle est vraiment importante pour ce type de cours d'eau recalibré. Ce que je vous ai mis en dessous là, ce qui est assez rare, mais ce qui est possible sur certains bassins versants, notamment chez nous à l'ouest vers le Meux ou le Néal, il y a des bassins qui ont vraiment des très forts potentiels en apport solide. En fait, on voit, c'est impressionnant, dès qu'il y a un cours d'eau qui est recreusé, dès qu'on retrouve à peu près le point bas, et bah, quelques dizaines de centimètres en dessous du terrain naturel, on a une banque de cailloux, je vais appeler ça comme ça, une réserve de matelas alluvial vraiment présente dans la terre, et ça, c'est vraiment intéressant. Et parfois, il y a quelques radiers, même après rectification, qui se recréent. Ils sont assez faibles, mais le cours d'eau a la capacité de les recréer par lui-même. Et dans ce cas, quand vous restaurez cette séquence radimouille, il est vraiment recommandé de déposer la granulométrie en aval des fosses ou juste en amont immédiat de ces radiers présents. Surtout pas déposer votre charge sur le radier, parce que sinon, en fait, vous allez créer une grosse perturbation pour le radier en place, et ça va vraiment déstabiliser les communautés d'invertébrés qui sont présents. Donc voilà, ça c'est important. Pour ceux qui ont le cas, qui souhaitent recharger en fait des radiers existants, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est important pour la biodiversité en place. Juste une petite remarque, Hubert, à l'Agence de l'eau. Ce que tu signales, en fait, c'est vraiment très, très important. Et c'est ce qui conditionne un petit peu la capacité, la résilience des milieux à ces modifications brutales qu'ils ont subies par le recalibrage ou la rectification. Et pour connaître un peu l'ensemble du contexte breton, on voit bien, en fonction des socles géologiques et en fonction de cette réserve alluviale dont tu parles dans la matrice, la capacité que les cours d'eau ont eu par eux-mêmes des fois à essayer de retrouver un équilibre de profil parce qu'ils ont réussi par la granulométrie présente à la remobiliser et à la répartir sur leur profil en long. Et à chaque fois qu'on a cette granulométrie présente dans la matrice, eh ben on a des cours d'eau qui ont réussi un petit peu à penser leur plaie par eux-mêmes. Par contre, quand on a des cours d'eau qui n'ont pas cette réserve dans la matrice, en fait, eh ben c'est des cours d'eau qui entretiennent leurs problèmes, notamment parce que, comme tu dis, n'ayant pas de granulométrie à répartir et à mobiliser, et ben l'énergie, notamment l'énergie en crue morphogène, elle se dissipe en incisant et c'est un phénomène qui s'auto-entretient et c'est pour ça qu'on a des lits qui continuent de s'inciser éternellement en fait. À l'inverse, quand on a de la granulométrie, les incisions de lit, on les constate moins fréquemment. Ouais, merci pour ta remarque, Hubert. Je la partage complètement. Et même si je peux pousser encore un petit peu le truc, je trouve ça intéressant de mentionner quelques exemples en fait où il y a des bassins versants où la granulométrie, enfin des bassins versants, des petits bassins versants où la granulométrie est vraiment disponible en amont et il y a vraiment une érosion assez forte. Et on pourrait penser qu'en recreusant un nouveau lit, par exemple, on n'aurait pas besoin de restaurer cette séquence radimouille parce qu'elle arriverait toute seule. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire si cette séquence, elle n'est pas à minima, il n'y a pas à minima quelques radiers disposés tout au long du linéaire, et ben en fait, les cailloux issus de l'érosion, ils n'ont pas d'endroit, en fait, ils n'ont pas possibilité de s'enchasser ou d'être captés. En fait, le transit sédimentaire, il va glisser le long de la restauration. Et du coup, même si votre bassin il a vraiment une bonne résilience et une bonne quantité de petits cailloux qui permettent de réengraisser des radiers, et ben, s'il n'y a pas de rugosité dans le fond du lit,
et ben, ils vont glisser le long de votre restauration et ils vont se retrouver plus bas, là où ils vont trouver des embâcles, ils vont trouver des points durs, des radiers déjà existants. Donc même si votre bassin versant, il est vraiment, il a un potentiel en apport solide assez fort, il ne faut vraiment pas hésiter à installer cette petite séquence de radiers mouilles, même légers, hein, ils vont se réengraisser, ou à minima mettre des branchages, des vieilles souches, des structures diversifiées en fait, dans le fond du cours d'eau qui vont permettre de capter cet apport solide et de le garder sur place en fait. En fait, c'est Florian là du coup. En fait, là où ça peut fonctionner, on va dire, c'est vraiment sur les restaurations totalement passives, où là, pour le coup, on fait rien. On ne retrace pas un nouveau lit et on laisse les écoulements creuser d'eux-mêmes et faire leur diversité. Et là, pour le coup, la rugosité qui va se créer au fur et à mesure des écoulements qui vont passer en surface va permettre justement de venir capter après les sédiments qui vont arriver par le bassin versant. Mais c'est vrai que dès lors où on part sur une restauration, où on fait un nouveau lit avec un nouveau gabarit, même s'il est très bien adapté aux écoulements, s'il n'y a pas effectivement un minimum d'organisation de cette séquence radier-mouille, bah là c'est sûr que tous les sédiments qui pourraient arriver par l'amont vont filer sur un toboggan d'argile au final, quoi. Ouais, tu as raison de préciser ça. C'était dans le cadre de la création de nouveaux lits avec merci pour la précision, c'était important, j'avais ça en tête, mais c'était bien. Et je voulais, du coup, par rapport à ce lien avec le profil en long, je me permettais en fait de vous présenter une petite étude. En fait, je l'ai réalisée, j'ai eu la chance de la réaliser en 2018 dans le cadre de mon stage de fin d'études à l'OFB. En fait, on étudiait les cours d'eau à méandre et notamment les séquences radier-mouille dans les cours d'eau à méandre à très très faible pente en Bretagne et Pays de la Loire. Donc en fait, quand je vous dis très faible pente, c'était des cours d'eau, on avait pris des valeurs inférieures à 0,5%. Donc là, ça commence déjà à être faible, mais enfin à pente de vallée de inférieure à 0,5%. Donc si on rajoute le linéaire des cours d'eau en méandre, grosso modo, les cours d'eau qu'on étudiait, ils avaient une pente de fond du lit de 0,3, parfois 0,4%. Donc vous voyez, c'est quand même très très faible. Et j'ai souvent entendu cette remarque-là l'été pendant la restauration, où il y a certains techniciens qui avaient un petit peu du mal en fait à positionner leur radier, ou du moins ils disaient je me suis basé sur une moyenne de 6 fois la largeur à plein bord, comme on a vu tout à l'heure. Et le souci, c'est que du coup, ça va me faire, imaginer si le petit cours d'eau fait 1 mètre de large, me dire ça me fait un radier tous les 6 mètres, sauf qu'en fait ma pente elle est nulle et j'ai 3 radiers sur 4 qui sont ennoyés. Et du coup, je dis ouais, ça c'est hyper intéressant comme remarque, parce qu'en fait, sur les cours d'eau à très 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 faible pente, on avait remarqué quelque chose d'intéressant du coup pendant mon stage là, c'est qu'en fait, les cotes de chaque radier étaient liés entre eux via leurs cotes. En fait, si vous voulez, sur ces cours d'eau, là, ça coule de l'amont vers l'aval. En fait, quand on avait le radier le plus en aval, on va prendre l'exemple de R3, et ben, la cote de la tête de radier de R3 était toujours égale à la cote de la fin du radier 2, donc directement en amont de celui-ci. Donc là, si vous voulez, pour le profil en long, là, ce que j'ai pas représenté les fosses. Là, vous voyez, c'est vraiment les structures diversifiées dans le fond de lit. Je les ai pas mis pour une meilleure compréhension. J'ai vraiment tracé juste le profil en long entre radiers. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parce que si vous vous assurez sur les cours d'eau à très, très, très faible pente, au niveau du positionnement de vos radiers, si vous assurez ces relations de cotes là, et ben vous êtes sûr qu'en positionnant vos radiers, vous n'allez pas ennoyer ceux de l'amont. Et du coup, ça va permettre vraiment un effet, radier d'écolmatage, accélération des écoulements, qui sera viable pour chaque radier. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce petit schéma-là en tête. Et ce que j'ai pu observer cette année, je vais vous montrer quelques profils en long de cours d'eau, alors qui étaient certes très bien faits, mais où il y avait des petits déséquilibres au niveau des profils en long, notamment un petit peu, entre guillemets, à cause de la mise en place de radiers. Donc là, ouais, il y a quelqu'un qui veut peut-être intervenir. Hubert, sur l'exemple que tu cites là sur les rivières à faible pente, ouais. ça, en termes de méthode d'intervention, ça souligne l'importance de travailler depuis l'aval. Ouais, bah complètement. Et c'est pas toujours un réflexe qu'on a. Alors c'est moins grave sur les rivières avec des pentes un peu plus importantes, mais sur les rivières à faible pente, en fait, c'est vraiment une précaution à prendre à chaque fois.
C'est vrai même un peu, si c'est possible, hein, pour chaque type de restauration, travailler par l'aval, c'est quand même mieux parce que, en fait, souvent, on a comment dire, des petites mesures d'accompagnement à prendre en compte, notamment certaines fois des passages busés pour des exploitants ou enfin, d'autres aspects qui vont jouer en fait sur l'équilibre de notre profil en long. Et du coup, si on commence pas par l'aval en calant bien toutes ces valeurs de cote, notamment par exemple, je vois, on a beaucoup de drains à prendre en compte ou de systèmes de drainage dans nos restaurations. Ben, si on commence par l'amont et qu'au milieu de la restauration, on se rend compte qu'il y a un système de drainage 40 cm plus bas en aval qu'on est obligé de récupérer, et ben, du coup, on va surcreuser le cours d'eau, on va essayer de terrasser ce qu'on peut sur les côtés, mais ça va vraiment déséquilibrer tout le profil en long. Tout ce qu'on avait prévu pour la restauration va être déséquilibré. D'où l'intérêt de commencer par l'aval. Les cotes, elles sont beaucoup plus faciles à gérer quand on commence à l'aval que quand on commence par l'amont. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà. En gros, je voulais vous présenter sur quelques sites qui faisaient l'objet cette année de perturbation des profils en long après restauration. Je me suis permis de faire des petites études du coup topographiques au laser dessus. Et c'est assez intéressant ce qu'on observe. Par exemple, là, si vous regardez la photo à droite, on voit clairement que le cours d'eau s'est enfoncé. À la base, le gabarit, il n'était pas trop mauvais, il était même assez adapté. Et en fait, les radiers ici, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient nettement plus hauts. Il y avait au moins 30 cm de radier. Et il y a eu une grosse érosion. Alors, on peut se demander pourquoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, quand on regarde le profil en long là, ici, on est sur le R2. En fait, on avait un radier numéro 1, le radier numéro 2 qui est nettement plus bas que le R1. Et ensuite, on avait le R3 qui était plutôt bien adapté par rapport au R2. Et là, ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, au moment de la restauration, là, eh ben la cote en fait, de l'amont du radier R2, elle était nettement plus basse que la cote aval du radier R1 directement en amont. Et du coup, ça a créé en fait une accélération de l'eau. Alors, je vais un petit peu exagérer, comme ce qu'on peut retrouver sur les cours d'eau curés en fait lors des aqueducs hydrauliques. Ici, là, il n'y avait aucune structure diversifiée. Et en gros, la vitesse, l'eau, elle a pris de la vitesse, elle a pris de l'énergie et ça a complètement érodé le radier R2. Ce qui fait que là, on voit, il n'y a quasiment plus de rupture de pente entre les deux radiers et R2. Si jamais il n'y a pas de réintervention, eh ben, on peut se dire qu'au bout de 2-3 crues, le radier R2, il sera entre guillemets squeezé, il va être coupé et ce sera juste une barre d'argile dans le fond. Donc ça, c'est vraiment pour le phénomène de l'érosion régressive. Et il y a un deuxième phénomène qui est aussi observé, c'est l'ennoiement des radiers. En fait, là, pour faire le lien avec ce que disait Hubert, si vous intervenez par l'amont et que les cotes de radier sont mal gérées et qu'il y a un risque d'ennoiement, et bah clairement, là, on voit la photo à droite, le radier il est complètement noyé, il est colmaté, il y a de la matière organique qui est venue se déposer dessus, et du coup, il ne joue plus du tout son rôle de radier décolmatage. Et ça, c'est vérifié par le profil en long. J'avais pris les codes du coup, et on a un radier en aval que j'ai pas en photo là, mais qui est, on va dire entre guillemets, bien équilibré et qui marche bien avec une petite rupture de pente sur le radier. Et en fait, quand on regarde la cote de ce radier R4, et ben la cote amont pardon, de ce radier là R4, elle est quasiment égale à la cote amont du radier R3 et elle est nettement au-dessus de la cote aval du radier R3. Donc en fait, ce radier là, le radier aval ennoie le radier directement en amont. Et du coup, bah, c'est dommage parce que là, c'est le cas pour un radier, mais si vous disposez 30 radiers dans votre restauration et qu'il y en a 20 radiers, enfin 15 radiers ennoyés par celui d'avant, et bah, ça fait quand même une perte Enfin, on a déposé des éléments granulométriques dans le fond pour rien, parce que du coup, ils sont recouverts, ils sont complètement colmatés, recouverts de vase, et il n'y a pas cet effet radier décolmatage. Alors qu'à cet endroit-là, une mouille, ce serait quand même plus approprié. Donc c'est pour ça que ces relations intercotes, elles sont très 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 importantes. Je précise bien pour les cours d'eau à très très faible pente, parce que sinon pour les cours d'eau avec des pentes relativement plus élevées, on peut se permettre de respecter cette alternance de à peu près 6 fois la largeur à plein bord, comme ce qui est préconisé généralement. Parce que comme la pente est forte, il n'y a pas trop de problèmes de plat lentique, et du coup la réorganisation des éléments se fait beaucoup plus facilement que sur les cours d'eau à très très faible pente. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cet aspect de pente. Mathieu, du coup, Ouais. Florian,
il y a Aurélien là, du syndicat du Linon qui a mis dans la conversation que je le rejoins aussi du coup que lui dans ses chantiers en fait il préforme les radiers mouilles en surcreusant justement les sections Ouais. projetées en mouille en fait. Donc je ne sais pas si éventuellement tu as accès à un micro Aurélien si tu veux prendre la parole, mais je trouve que c'est intéressant ta remarque. Non, il a peut-être pas de micro en Non, fait. non, Ouais. je crois il a pas, si au Linon, il a pas de micro. Ouais. Mais Ce qu'il non, mais disait, c'est. c'est juste pour compléter ses propos, donc il avait trouvé ça effectivement dans Vas-y, vas-y. la biblio et ça augmente effectivement l'effet de rugosité et ce qui facilite en fait dans le temps l'engraissement des radiers. Ouais, bah du coup, en fait, c'est hyper intéressant, ça remarque, parce que Ouais. ça fait lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, la diversité de structures dans le fond du lit. En fait, si vous vous souvenez, là, le profil en long, je vous disais que c'était complètement plat, homogène sur un cours d'eau, ce qui est subi des travaux hydrauliques. Alors que si on restaure, on parlait de séquences de radiers, mais souvenez-vous, avant, je vous ai dit aussi les structures diversifiées dans le fond du lit. Ça peut être du bois mort ou ça peut être là, vous voyez en pointillé, la préformation de fosse. En fait, tout ce qui va, je ne vais pas dire déséquilibrer, parce que justement, ça permet l'équilibre, mais tout ce qui va créer des sortes d'artefacts, en fait, dans le profil en long du fond du lit, ça permet justement cette réorganisation en séquence granulométrique. Donc, c'est vrai que lui, si il crée sa séquence de radier et qu'il préforme ses mouilles direct après, bah, ça donne un coup de pouce pour le cours d'eau parce que souvent, enfin, moi j'entends souvent dire que on travaille avec du vivant et c'est vrai et que le cours d'eau va se refaire de lui-même. En fait, ça c'est des aspects théoriques qu'on apprend, mais il y a quelque chose de très pragmatique. En fait, c'est la puissance spécifique. Il y a plein de chercheurs et pas mal d'études, notamment en Bretagne là, enfin dans des contextes géologiques comme la Bretagne où en fait c'est démontré que les cours d'eau, ils ont vraiment cette capacité de résilience, ils ont cette capacité d'auto-restauration, on va dire, selon une valeur seuil de puissance spécifique. En fait, si la puissance spécifique est inférieure à 25 watts par mètre carré, c'est démontré que le cours d'eau, il n'aura pas la force pour se refaire de lui-même. Et du coup, quand on crée des tout petits cours d'eau de tête de bassin avec des pentes très faibles comme ici, un contexte argileux et des débits morphogènes extrêmement faibles, et ben en fait, ça lui donne des puissances spécifiques, des fois de 5, 6, 7 watts par mètre carré, ce qui est nettement inférieur à la valeur seuil de 25 watts par mètre carré. Et du coup, on aura beau se dire, il va se recréer, et ben en fait, il va avoir énormément de mal, ou du moins, je ne peux pas te donner de valeur de temps, mais ça se trouve, il va réussir à se recréer dans 300, 400, 500 ans s'il n'y avait pas de perturbation d'ici là. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir, quitte à agir en restaurant le cours d'eau, autant lui donner le maximum de coups de pouce, et notamment pouvoir créer, comme disait Aurélien, des mouilles directement en aval des radiers ou du moins les préformer pour favoriser ces structures d'érosion en dépôt, quoi. Donc, et voilà, je crois que j'avais prévu un petit temps d'échange, c'était assez rapide parce que pas vous le cacher, je me suis pris un petit peu au dernier moment pour faire ce dernier journal club. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur certains points ou si vous avez des questions ou des remarques. J'ai une petite question sur la profondeur des mouilles là. Ouais. Tu préconises quoi? Bah là, comme ça, je peux pas. En fait, c'est lié. Ça va être lié à ton, comment dire, à la largeur plein bord et à où tu te situes dans ton bassin versant. En fait, c'est ça qui est assez délicat, si tu veux. Je m'étais pas mal renseigné. Et en fait, tu n'as pas d'études par chez nous qui vont te prouver des liens entre les largeurs plein bord et les longueurs de cours d'eau. Et idem, il n'y a pas d'études qui vont démontrer des vraies corrélations entre la largeur plein bord et les profondeurs des mouilles. Après, je pense que là, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de chiffres qui démontrent des trucs, il faut sortir un peu de l'aspect hydraulique et il faut essayer de trouver des petits cours d'eau, alors pas forcément de référence au sens hydromorphologique du terme, mais des cours d'eau qui vous semblent pas trop perturbés sur votre section amont du bassin versant. Bah, faut aller les visiter, faut regarder et par rapport à la largeur que vous avez, bah, faut regarder la profondeur des mouilles et il faut un petit peu se baser là-dessus, quoi. Je pense que quand il n'y a pas de valeur, on va dire, mathématique à donner, il faut essayer de se faire en fait ses propres retours de terrain par rapport au bassin versant sur lequel vous travaillez, quoi. Mais c'est vrai que là, je suis désolé, j'ai pas de corrélation comme ça à préconiser, quoi.
Bonjour Mathieu, merci pour cette présentation. Là, c'est Sylvain de Fougères Aglo. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais. Du coup, à un moment donné, là, quand on parle d'alternance radier-mouille, je prends l'exemple de certains cours d'eau qu'on a qui sont des fois encore relativement bien, je veux dire, un peu méandrés, notamment sur le nerf. Du coup, la séquence radier-mouille, on peut parfois difficilement respecter en fait ces 6 fois la largeur parce qu'on tomberait parfois directement dans un méandre et que du coup, on doit aussi un peu parfois s'adapter un peu au cours d'eau lorsque ces derniers ont parfois une sinuosité intéressante en fait, qui n'a pas été trop, qui reste encore à peu près naturelle. Ouais. Et c'est vrai qu'on est amené des fois, lorsqu'on avait échangé ensemble, à refaire parfois des radiers justement un peu plutôt à la sortie des méandres. C'est ce que tu nous avais dit. Donc, du coup, voilà, j'ai amené ça pour un petit peu voir si tu confirmais un peu ce que je dis là. Ouais, bah t'as fini ta remarque ou je t'ai coupé, non? Ouais, non, j'ai fini. Bah c'est hyper intéressant ce que tu dis en fait, Sylvain, merci. Parce que j'aurais dû le préciser là quand je montrais ce diapo-là au niveau, tu sais, de l'alternance en moyenne 6 fois la largeur avec positionnement des radiers. En fait, c'est lié les trois là, si tu veux. Le 6 fois la largeur avec radier dans les points d'inflexion et mouille dans les concavités, et mouille dans les coudes de méandre. En fait, ça, c'est vraiment quand on va recréer de toutes pièces le cours d'eau, quand on va le retracer, il faut essayer de trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Mais ce qui est hyper intéressant, justement, ce que tu dis, et ce dont j'aurais peut-être dû aborder, et je ne l'ai pas fait, du coup, merci pour ta remarque, c'est au niveau des cours d'eau, en fait, si vous voulez, qui ont été recalibrés, mais pas rectifiés. En fait, il y a beaucoup de cours d'eau qui ont été passés à la pelle, mais ils n'ont pas été rectifiés, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont gardé leur forme de méandre. Et là, l'intérêt, comme tu dis, de restaurer cette séquence de radier, elle est hyper importante parce qu'on voit que le cours d'eau, il est toujours à sa place, donc il est toujours connecté à sa nappe. Il a besoin d'un petit coup de pouce quand même pour pouvoir restaurer son profil en long. Et dans ce cas-là, on va vraiment se baser, comme tu dis, sur les principes hydrauliques de déperdition d'énergie mécanique de l'eau et aussi de la création d'habitat. Et donc là, il faut vraiment garder en tête ce que tu disais, avoir les radiers, ce que je disais là, au niveau des points d'inflexion des méandres et tes mouilles dans les concavités. Parce que sur les cours d'eau comme ça, qu'on gardé leurs méandres, mais qu'on quand même été passés à la pelle, parce que s'il n'y a plus de structure diversifiée dans le fond, on sait qu'on les a décurés à un endroit, on n'est pas trop sûr non plus que leur largeur plein bord soit naturelle. Ça se trouve, ils ont gardé la forme, mais le godet, il râpait sur 1 mètre en berge à droite, 1 mètre en berge à gauche. Et du coup, nos 6 fois la largeur à plein bord, c'est des valeurs qui deviennent juste théoriques parce qu'en fait, on a pu notre référence passée de qu'est-ce qu'était la largeur à plein bord à cet endroit-là du cours d'eau, tu vois. Et du coup, dans ce cas-là, il faut vraiment avoir ce que tu disais là, garder en tête des principes à la fois hydrauliques et puis qui permettent aussi la diversification des habitats, hein, et de positionner les radiers dans les points d'inflexion et les mouilles, et dans les coudes, avoir ces mouilles justement pour créer aussi des petits phénomènes d'érosion qui vont créer des sous-berges qui sont hyper importantes pour l'habitat et qui vont te permettre aussi le dépôt en zone convexe des sédiments issus de l'érosion. Ouais, d'accord. Ouais. Je te remercie pour ta remarque. Il y avait les compléments d'information d'Aurélien dans le chat. Ouais, vas-y Bruno, parce que j'ai pas accès. T'as pas accès Ou alors faut que j'enlève Non, il disait que sur son territoire, il avait des cours d'eau à très faible pente sur le Linon et il dit que lui, il respecte pas forcément la théorie, une alternance radie-mouille tous les 6 fois largeur plein bord. Parce que du coup, dans ce cas précis, ça va faire des trop petits radiers de moins de 5 cm de hauteur. Dans ce cas, il vaut mieux les écarter davantage pour avoir des radiers d'au moins 15 à 20 cm de hauteur pour avoir une réelle accélération. Voilà, il dit que c'est vraiment pour les cours d'eau à très très faible pente. Ouais, voilà, en fait, c'est exactement ce que je propose, ce que je présentais ici au niveau des cours d'eau à faible pente. Après, quand Aurélien dit 15 à 20 cm de hauteur, il n'y a pas besoin. En fait, on peut aller. Enfin, il n'y a pas besoin. Selon les retours que j'ai, on n'est pas obligé d'avoir 15 cm de différence par radier. Des fois, 7-8, ça suffit. Mais en effet, s'il y a 1 cm de différence par radier, 1 ou 2 cm, déjà, entre nous, c'est
quasiment impossible à caler. Enfin, déjà, on n'est pas sur le chantier du début jusqu'à la fin. On va pas pouvoir. Enfin, faut pas abuser non plus avec ce qu'on demande aux conducteurs de pelle. Ça semble compliqué pour tout le monde de caler des choses au centimètre près. Mais du coup, voilà, je suis d'accord avec Aurélien. Quand les pentes sont très très faibles, il faut essayer de respecter justement ces cotes interradiés. Mais on n'est pas obligé d'avoir des radiers à 15 ou 20 cm d'écart. 7-8 cm de delta, en fait, de variation par radier, c'est largement suffisant pour les petits radiers d'1 ou 2 mètres de long, pour obtenir un vrai effet radier décolmatage. Et Mathieu, j'en profite. Donc Margot, un syndicat de la sèche. Quand tu parles de pente très faible, c'est quoi à peu près ta variation quand on est en dessous d'1% ou est-ce que tu peux de mémoire, j'en ai pas étudié, je crois pas, de en dessous de 1%, mais pente très faible, grosso modo. Donc c'est pente du fond du lit, hein, pas pente de vallée. Et ces pentes du fond du lit de cours d'eau, c'était situé entre 0,2 et 0,3%. D'accord, ok. Donc tu vois, c'est quand même très faible. Ça te fait 30 cm pour 100 mètres. Donc si on restaure un cours d'eau qui fait 50 cm de large, là on voit bien la totale incohérence entre les 6 fois la largeur à plein bord et nos 30 cm à répartir sur 100 mètres. Là, c'est plus possible. D'accord. Donc au-dessus de 0,5% de pente, je pense on peut éviter de s'embêter à caler les codes des radiers, quoi. Oui, après ça va dépendre un petit peu aussi de ton gabarit de cours d'eau. Si tu fais la liaison avec les largeurs à plein bord. Mais grosso modo, ouais, si tu es au-dessus de 0,5% en pente du cours d'eau, ça veut dire que ta pente de vallée elle va déjà être nettement plus forte. Donc tu peux te dire qu'il aura quand même assez d'énergie pour entre guillemets, ne pas s'embêter à caler tous les radiers pendant ta restauration. D'accord. Et puis en plus, ça se fait un peu plus naturellement. Enfin, caler les radiers, ça va à la fois, des fois, ça embête un peu les techniciens. Et c'est aussi compliqué, d'un point de vue morphologique, ça te commence à. Je ne vais pas dire que ça te biaise un peu le naturel, mais ça va faire des structures vraiment homogènes. Alors que l'idée, c'est quand même d'avoir plein de choses diversifiées qui puissent remobiliser ces sédiments un peu comme il veut, lui, après, aux fonctions des crues, quoi. D'accord, ok. Merci. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir, sinon on va pouvoir clôturer là. Et sachant Sylvain, tu as encore ta main levée, Sylvain. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose ou tu as oublié de la descendre. Bon, ok, merci. Ouais. Sachant que du coup, ce que je vous disais en début de présentation, là, c'était un peu rapide. Celui-là, il a duré un petit peu moins d'1 heure. Mais je voulais prendre le temps de segmenter là, justement les séquences radimouille avec la restauration du matelas alluvial. Ce sera la prochaine thématique. Là, quand j'aurai le temps, je suis sûrement fin octobre ou début novembre. Parce que, à mon sens, c'était un petit peu long de détailler les deux à la fois. Et du coup, le prochain coup, là, on va plus aborder des aspects de comment on restaure, outre la séquence radimouille, vraiment le matelas alluvial des cours d'eau, quoi. La stratification, le tri granulométrique, quelques aspects importants à avoir en tête aussi pour la recharge granulaire. Donc voilà. Merci à tous d'avoir participé. Et merci Bruno pour l'enregistrement une fois de plus. Merci à toi. Et puis je vous dis sûrement à bientôt pour toutes et tous. Là. Merci Mathieu pour cette présentation. De rien. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.